C'est en 1998 que le musée d'art et d'histoire du judaïsme a ouvert ses portes dans le cadre très prestigieux de l'hôtel Saint-Aignan. Dans le cadre du 20e anniversaire, j'ai le plaisir, le privilège de recevoir, je ne peux pas vraiment dire recevoir puisque vous êtes chez vous, mais d'accueillir Paul Salmona, directeur du musée. Nous avons le privilège, nous, toutes les semaines, de tourner notre émission ici dans la librairie du musée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le point d'origine ? Quelle a été la recherche première lorsque ce musée a été fondé ? Alors, merci d'abord de votre invitation et on est très heureux, c'est pour nous que c'est un privilège en réalité de vous accueillir ici pour l'émission. Alors le point de départ du musée, c'est l'absence en France d'un musée du judaïsme comme il en existait dans d'autres grandes villes d'Europe ou des États-Unis, comme le Jewish Museum de New York, le Joodhistorisch Museum d'Amsterdam, le Jüdisches Museum de Berlin. Dans les années 70, l'idée a cheminé et elle a abouti dans les années 80 à un accord entre le maire de Paris, Jacques Chirac à l'époque, et Jack Lang, qui était à l'époque ministre de la Culture, pour que la ville mette à disposition du musée ce magnifique effectivement hôtel particulier et que l'État dépose dans le musée qui était encore à créer à ce moment-là les collections nationales sur le judaïsme. L'État avait des collections très importantes qui étaient conservées au musée de Cluny et qui n'étaient pas montrées depuis la Deuxième Guerre mondiale à peu près. Le noyau de cette collection, c'est un ensemble tout à fait extraordinaire, constitué au XIXe siècle par l'arrière-grand-père du grand anthropologue Claude Lévi-Strauss, Isaac Strauss, qui était un compositeur, chef d'orchestre, on dirait maintenant entrepreneur de spectacle, hein. Il s'occupait des bals à la cour. C'était un juif alsacien, violoniste, qui s'était pris de passion pour les objets rituels, pour le mobilier synagogal, et qui a acheté un peu dans toute l'Europe, qui a constitué une très belle collection qui a été montrée au XIXe siècle, notamment à l'exposition universelle en 1870. Et à sa mort, Charlotte de Rothschild a acheté la collection et l'a donnée au musée de Cluny. Et puis pour des raisons d'organisation du musée de Cluny, depuis l'après-guerre, le musée est exclusivement consacré au Moyen-Âge, et du coup cette collection, qui est très largement postérieure au Moyen-Âge, n'était plus montrée. Et de ce fait, en France, alors que nous avons l'une des plus grandes communautés juives après Israël et les États-Unis, nous n'avions pas de musée consacré au judaïsme. Alors, j'ai toujours été intrigué par l'appellation musée d'art et d'histoire. Souvent, on entend parler de musée d'histoire du judaïsme. Vous avez voulu cumuler les deux notions, l'art et l'histoire. Est-ce qu'il y a une particularité dans cette appellation ? Alors, oui, enfin, musée d'art et d'histoire, en fait, c'est une appellation assez classique dans les musées français. Ce musée doit énormément à Laurent Sigal, ma prédécesseur, qui a été nommé en 88 pour préparer le musée, qui pendant 10 ans a travaillé à l'ouverture du musée. Elle a travaillé dans le giron de la direction des musées de France au ministère de la Culture, où la notion classique de musée d'art et d'histoire est une notion qu'on retrouve dans beaucoup de musées. Et on a préféré ce titre-là au titre de musée juif, comme on en a en Allemagne, en Hollande ou aux États-Unis, qui aurait renvoyé en quelque sorte à l'essence du musée. Hein. Ici, on est un musée public, non confessionnel, hein, financé par la ville de Paris et par le ministère de la Culture, et dont la vocation est de rendre compte de la richesse et de la diversité des communautés juives qui ont pu venir constituer le judaïsme en France. Alors vous parliez justement de vocation. Est-ce que le musée reste consacré au judaïsme français, ou est-ce que vous avez une vision également plus large sur l'Europe ou peut-être sur les régions méditerranéennes ? Ah non, alors on a beaucoup de chance parce qu'on est un des rares musées en dehors du musée d'Israël et du Jewish Museum de New York à avoir une collection très internationale. Ça tient à la collection Strauss dont je parlais à l'instant. Ça tient aussi au fait que la collection a été nourrie d'apports de l'ensemble des communautés juives qui sont venues constituer le judaïsme en France. Alors il y a ces communautés qui ont précédé l'émancipation, hein, les juifs du pape, les communautés qui se sont reconstituées après les expulsions, sur la côte aquitaine, en Lorraine, en Alsace, et qui étaient donc présentes au moment de l'émancipation, en 1791. Et puis, bien sûr, les Juifs du Levant qui sont arrivés, j'aurais dû dire d'ailleurs les Juifs d'Europe orientale, hein, qui sont arrivés après l'émancipation, les Juifs du Levant, et bien sûr les Juifs d'Afrique du Nord, qui sont évidemment très importants aujourd'hui démographiquement, et qui ont eu, en tout cas pour les Juifs d'Algérie, la nationalité française à partir de 1871.
On parle de musée, le terme musée, des fois, renvoie à une idée de quelque chose de passéiste, de fermé, d'enfermé. Quel est le travail effectué pour justement avoir une ouverture et pour attirer un maximum de public de toute comme confession, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un musée confessionnel. Non, l'idée, c'est évidemment de présenter, de faire connaître le judaïsme dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, comme fait de civilisation et pas seulement comme religion. Donc évidemment, ça se déploie dans des domaines extrêmement divers. Bien sûr, ça part du fait religieux, mais ça va aussi dans les domaines de la vie quotidienne ou de l'art, de la littérature, du cinéma, de la télévision. Alors le musée, en fait, qu'on a ouvert en 1998, était un musée d'une très grande modernité. Il y a une collection permanente sur plus de 1000 mètres carrés, qui part du Moyen-Âge et qui va jusqu'à la période contemporaine. Il y a un service pédagogique, un service éducatif qui s'occupe de médiation auprès des scolaires, mais aussi auprès des adultes, des familles qui viennent, etc. Il y a une médiathèque de 25 000 volumes, un peu spécialisée en archéologie, en art et en histoire du judaïsme en France. Et puis il y a un auditorium de 200 places où il y a énormément de manifestations, des projections de films, de séries, notamment des séries israéliennes. On sait que la création est très très dynamique dans ce domaine-là en Israël. La littérature, des rencontres littéraires, des concerts de musique classique, mais aussi de musique actuelle et de musique klezmer ou de musique judéo-espagnole. Et puis bien sûr, il y a une politique d'exposition très, très importante, très dynamique, avec 4 à 6 expositions par an, qui permettent de traiter des tas d'aspects que ne permet pas d'aborder le parcours permanent. Vous me posiez la question du parcours permanent. En gros, il va du Moyen-Âge en France, où les expulsions ont été parmi les premières d'Europe. Les rois de France ont expulsé les Juifs avant le roi d'Angleterre et avant les rois catholiques en Espagne. La première expulsion, c'est Philippe Auguste en 1182. Ensuite, on a une très belle collection italienne. On évoque aussi les Juifs en Hollande, où là, 2 diasporas se sont rencontrés avec l'arrivée d'une communauté qui venait de la péninsule ibérique, des Juifs espagnols, des Juifs portugais, et qui ont retrouvé des Juifs ashkénazes qui, eux, parlaient yiddish. On a une très belle souka que vous avez déjà montrée dans l'émission et dont on a enfin pu acquérir le 16e panneau dont on a parlé au cours de l'émission. Et donc elle est complète maintenant avec ses 37 panneaux. Enfin, elle va l'être parce que le panneau est en cours de restauration. On a un très bel ensemble consacré au monde ashkénaze traditionnel, un très bel ensemble sur le monde séfarade traditionnel, en tout cas sur le Maghreb et sur le Levant. Il nous manque encore des choses sur les Juifs des pays du Moyen-Orient, sur les Juifs d'Égypte, sur les Juifs d'Irak, de Syrie. On a un très bel ensemble de photos sur les Juifs d'Iran, dû à Pierre Abinsour. Un très bel ensemble de photos de François Margolin sur les Falachas. Et puis bien sûr, l'émancipation en France, les Juifs en France au XIXe siècle et au XXe siècle, l'affaire Dreyfus. On a une formidable collection d'archives qui nous a été donnée par la famille du capitaine Dreyfus, qui n'a pas voulu en faire commerce, et donc qui nous a donné 3000 documents sur l'affaire Dreyfus, un ensemble sans équivalent en fait. Et puis un très bel ensemble sur l'école de Paris, donc sur toutes ces œuvres de ces artistes juifs qui sont venus de toute l'Europe et qui ont trouvé à Paris une très grande liberté de création, des ateliers, des académies, des marchands, des collectionneurs. Dans la cour du musée, nous trouvons une très jolie statue du capitaine Dreyfus. Quelle est la volonté cachée? Est-ce que vous voulez que le premier point d'accroche du public avec le musée soit justement cette rencontre avec le capitaine Dreyfus? Non, là je dirais que c'est plutôt un concours de circonstances qui fait que nous avons reçu cette magnifique sculpture, qui est une sculpture qui est due au grand dessinateur de presse Tim, dont le nom de presse est Tim, Louis Mittelberg en réalité. C'est une commande publique de l'État qui lui a été faite dans les années 80 et nous en avons eu un tirage et c'est une statue qui est faite pour l'espace public. Donc le seul endroit véritablement où on puisse la montrer, c'est dans la cour. En réalité, le parcours permanent commence par la présence juive dans la France médiévale qui était très très importante et qui est, je dois dire, à peu près complètement oubliée. On n'apprend pas aux élèves des écoles qu'il y avait des juifs dans toute la France. En témoignent encore les rues aux Juifs ou les rues de la Juiverie, mais qui sait dans les villes et les villages que ces rues aux Juifs ou ces rues de la Juiverie, c'était une communauté juive qui a été chassée entre Philippe Auguste, Philippe le Bel et Charles VI. Vous parlez de l'approche avec les scolaires. C'est vrai que souvent dans les manuels scolaires, la seule approche que l'on a du judaïsme, c'est le judaïsme mort.
à travers soit les pogroms, les persécutions, la Shoah. Est-ce qu'on n'oublie pas justement dans les manuels scolaires déjà ce travail d'une connaissance d'un judaïsme vivant qui a accompagné l'histoire de France depuis l'Antiquité ? Oui, c'est une grande lacune, vous avez tout à fait raison, c'est une grande lacune des manuels scolaires et de l'enseignement scolaire. Alors je ne jette la pierre à personne et surtout pas aux enseignants, il y a énormément d'enseignants qui viennent au musée et avec lesquels on fait un travail formidable, mais c'est vrai que très souvent les collégiens n'entendent parler des Juifs que morts, et n'entendent parler que de la Shoah et éventuellement des persécutions. Notre rôle, c'est précisément de montrer la richesse et la diversité des cultures de toutes ces communautés, et en particulier les communautés qui ont vécu ou qui vivent aujourd'hui en France, sans bien sûr cacher les aspects plus sombres et les persécutions, mais en privilégiant évidemment tout ce que ces communautés ont pu produire de brillant. L'antisémitisme se développe de plus en plus dans notre société, dans les différents pays et malheureusement en France également. Est-ce qu'il y a une vocation particulière à l'intérieur du musée, à travers ses expositions, à travers son travail qui est effectué, de lutter, de mener ce combat également contre l'antisémitisme ? Bien sûr. Alors, il y a une forme de partage des tâches en quelque sorte entre le musée d'art et d'histoire du judaïsme et le mémorial de la Shoah. La Shoah est évidemment plutôt abordé au mémorial, et nous, on cherche plutôt à aborder donc, ces aspects plus positifs du judaïsme, et notre conviction, c'est que c'est en faisant connaître le judaïsme sous toutes ses formes, et en faisant appréhender aux enfants des écoles, pour qui le judaïsme est une notion totalement abstraite, qui ne recouvre absolument rien, qu'on lutte le mieux contre l'antisémitisme. Nous allons maintenant avoir le privilège de déambuler à l'intérieur du musée. Privilège parce que vous allez nous accompagner à travers différentes pièces majeures de ce musée, dans des salles importantes du musée, pour faire découvrir à nos téléspectateurs des points importants du passage de la vie juive en France, en Europe et dans le bassin méditerranéen. Avec plaisir. Après vous. Merci. Donc là, on entre dans le vestibule de l'hôtel de Saint-Aignan. Le premier propriétaire, le comte d'Avaux, Claude de Même, comte d'Avaux, était un diplomate de la cour de Louis XIII qui a négocié le traité de Westphalie. C'est à lui qu'on doit le rattachement de l'Alsace à la France. Et donc, d'une certaine manière, c'est à lui qu'on doit d'avoir des juifs alsaciens français. Donc, on est dans l'escalier d'honneur qui a été entièrement reconstitué d'après les plans de Pierre Lemuet, l'architecte du XVIIe siècle, par Bernard Fonkerny, l'architecte des bâtiments de France. C'est considéré comme un des chefs-d'œuvre de l'architecture classique française du XVIIe. Alors ce grand luminaire que vous voyez, c'est les noms de tous les donateurs d'œuvres que le musée a reçus depuis son ouverture en 1998. Voilà. Il y a plus de 600 donateurs et on a voulu leur rendre hommage en inscrivant leurs noms dans ce caisson lumineux pour cette année anniversaire. Lorsque nous arrivons dans cette première salle du musée, nous sommes attirés immédiatement par un Sefer Torah qui est ouvert, un tableau sur Jérusalem et des rimonimes de Shanghai. Quelle est la volonté de cette présentation de ces trois objets ? Alors, l'idée dans cette salle, c'est de présenter un certain nombre d'éléments emblématiques du judaïsme. C'est une salle d'introduction telle que l'avait voulu Laurence Sigal, la première directrice du musée. Et donc, effectivement, le premier objet n'en est pas tout à fait un, c'est l'hébreu sur les murs avec un certain nombre de textes. Cette Torah espagnole, dont on ne sait pas si elle a été copiée en Espagne avant 1492, avant l'expulsion, ou si elle a été copiée quelques années après au Maghreb ou au Levant, dans une communauté judéo-espagnole. Elle est très belle, c'est un don de la famille Namias, en souvenir d'Élie Namias. Les bâtons sont en buis ou en if merveilleusement ouvragés, et elle est en cuir de gazelle, ce qui est une chose très rare. Et donc évidemment, elle est là pour rappeler le rôle central de la Torah dans le judaïsme. Vous évoquiez ce tableau qui représente Jérusalem. On a aussi un très beau relief réalisé à Odessa, qui représente Jérusalem de manière un peu naïve, beaucoup plus tardif que ce tableau, de manière un peu naïve. Et donc là aussi, c'est la centralité de Jérusalem dans le judaïsme. Et puis, en regard de ça,
on a ces bâtons d'ornement de Torah, c'est rimonim, hein, qui veut dire grenade hein, au pluriel, mais qui curieusement ne représente pas des grenades, mais représente des pagodes. Et comme vous l'avez dit, c'est parce qu'ils viennent de Shanghai, où il y avait une communauté juive importante, jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle. Et donc, Shanghai, effectivement, c'est l'idée d'une diaspora qui s'est étendue jusqu'à la Chine, jusqu'à l'Inde et ainsi de suite. Et puis on saute quelques siècles et on a un document qui présente l'émancipation des Juifs de France le 27 septembre 1791, qui était vraiment une date très fondamentale, hein, puisque c'est la première fois en Europe que les Juifs acquièrent le même statut, les mêmes droits que les autres citoyens grâce à la Révolution française. Et puis, dernier jalon, en quelque sorte, un dernier emblème, l'émergence d'un art juif tout à fait moderne, avec cette tête de l'artiste juif, entre guillemets, sculptée par Hanna Orlov, qui est une artiste originaire de l'Empire russe, qui s'est installée à Paris comme ces centaines d'artistes de tout le monde juif qui ont trouvé à Paris des écoles, des ateliers, des collectionneurs, des galeries, et dont l'atelier, Villa Seurat, a été entièrement saccagé par les nazis. Voilà. Elle a survécu, elle a pu se réfugier en Suisse, mais son atelier, son œuvre, l'œuvre qui était restée dans l'atelier a été entièrement détruite. Voilà, donc c'est un certain nombre de jalons qu'on va ensuite retrouver développés dans le parcours du musée. Je vois également une menorah, une Hanouka qui est là à nos côtés. Qu'est-ce qu'elle vient représenter dans ce schéma? Alors évidemment, une très très belle lampe de Hanouka en forme de menorah, ce qui est un peu troublant pour le visiteur, hein, puisqu'au lieu d'avoir 7, elle a 9 branches. Donc elle évoque effectivement l'importance de la menorah, qui est vraiment le grand symbole du judaïsme dès l'Antiquité. Hein. On en a énormément de représentations sculptées ou peintes, par exemple dans les catacombes juives de Rome, hein, qui datent du 2e, du 3e, 4e siècle de notre ère. Et celle-ci est tout à fait extraordinaire. Elle a été réalisée par un orfèvre à Francfort. Elle date de la fin du XVIIe siècle. Et elle est surmontée d'une Holoferne d'une Judith qui tient la tête d'Holoferne, ce qui est une chose tout à fait fascinante, avec toute une série d'animaux qui renvoient à des enseignes de la rue juive, de la Judengasse à Francfort. Voilà. Et c'est d'ailleurs une manière de montrer que les images sont en réalité très présentes dans le judaïsme, contrairement à une idée reçue. Donc finalement, nous avons un lien étroit entre la diaspora, le passé juif avec Jérusalem et puis finalement peut-être l'espérance juive aussi, c'est-à-dire qu'on a ce Jérusalem qui est dans les deux sens, et notre passé et l'espérance du peuple d'Israël. Oui, tout à fait, oui. J'aperçois maintenant les stèles